Amour tragique, jalousie et vengeance divine. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire d'amour éternel, l'histoire d'Eros et Psyché. Le mythe d'Eros et Psyché est une histoire d'amour comme on n'en fait plus, et c'est sans doute celle qui a le plus inspiré nos contes préférés. La Belle et la Bête, Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant, on retrouve des traces de cette histoire un peu partout, et je pense que vous allez rapidement repérer tous les petits clins d'œil dans la vidéo. Mais avant de vous raconter tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez la culture et la mythologie. C'est parti! Avant toute chose, on retrouve deux façons de prononcer ce prénom. On peut dire soit Psyché, ce qui équivaut à la prononciation française, mais j'avoue que je suis pas fan. Et on peut aussi dire Psyché, ce qui se rapproche de la prononciation grecque de son prénom. Personnellement, je préfère celle-ci parce que je suis une OG, vous voyez? Pas du tout. Sachez aussi que pour une fois, je vais vous parler d'un mythe qui se termine bien, les gars. Oui, parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est extrêmement rare. Donc profitez-en bien parce que la prochaine vidéo sera bien tragique comme on les aime. Psyché, qui signifie à la fois âme et papillon, est la plus jeune fille d'une fratrie de 3 sœurs. Ces deux grandes sœurs sont réputées pour être très belles, mais ce n'est rien comparé à la beauté de Psyché. En fait, elle est tellement belle que les dieux eux-mêmes la comparent à la déesse de la beauté Aphrodite. Et ça, c'est assez fou quand même, hein. Parmi ses sœurs, elle est la seule à ne pas être mariée à un prince riche et BG. Oui, bizarrement, elle n'a jamais réussi à trouver chaussure à son pied, comme on dit, hein. Mais bon, tout ça, ça empêche pas les gens du royaume de venir l'admirer et la contempler à longueur de journée. Genre, il y a vraiment des mecs qui voyagent pendant des jours et des jours juste pour venir la regarder. Genre, vraiment, c'est lunaire. Je sais pas, c'est chelou de venir chez quelqu'un juste pour dire « Coucou, désolé du dérangement, je viens juste regarder votre fille, si ça vous dérange pas, et après, je m'en vais. » Bah si ça me dérange, en fait, on est où, là? Surtout qu'à force, des rumeurs ont commencé à circuler, et d'après certaines d'entre elles, bah les hommes du pays seraient tout simplement trop intimidés par sa beauté pour lui parler ou la draguer, genre. Bah tiens. Le truc, c'est que je vous le disais plus tôt, la beauté de Psyché ne passe pas du tout inaperçue chez les dieux, et la déesse la plus jalouse de toutes, et qui est Aphrodite, commence tout doucement à péter un plomb parce que c'est impensable qu'une mortelle soit plus belle qu'elle. Et le pire, c'est que les humains délaissent le culte d'Aphrodite et préfèrent s'intéresser à Psyché parce qu'ils pensent que c'est une sorte d'Aphrodite 2.0 qui a été réincarnée dans le corps d'une mortelle. Et si vous avez vu ma vidéo sur Aphrodite, bah vous savez qu'il ne faut surtout pas qu'elle se sente délaissée ou en compétition avec une autre femme ou une autre déesse. Parce que sinon, ah mais là elle se venge, mais elle se venge sans relâche. Mais bon, trop tard, Aphrodite voit désormais Psyché comme sa plus grande rivale et décide de se débarrasser d'elle à tout jamais. Ouh là là, ça sent mauvais tout ça. Elle demande à son fils Eros, le dieu de l'amour, de l'aider à mettre son plan à exécution. Avant de vous parler de ce fameux plan, il faut savoir qu'en fonction des versions, Eros est soit le fils direct d'Aphrodite, soit le fils de Poros et Pénia, les divinités de la richesse et de la pauvreté, soit une divinité primordiale qui est issue du chaos original. En vérité, il existerait en fait plusieurs Eros, donc ça expliquerait toutes ces versions. Mais dans la majorité des cas, Eros est une divinité qui est liée à l'amour et au désir, parfois charnel, parfois platonique. Alors, pour cette vidéo, je vais surtout m'intéresser à Eros en tant que fils d'Aphrodite et dieu de l'amour. Faut savoir que le duo Eros-Aphrodite est assez complémentaire, puisque la déesse inspire la passion amoureuse aux mortels, et Eros est ensuite chargé de la transmettre aux humains. En général, il le fait grâce à son petit arc et à ses petites flèches que tout le monde connaît normalement. Et il faut retenir qu'il se balade tout le temps avec deux types de flèches. Des flèches en or pour faire tomber amoureux et des flèches en plomb pour rendre la personne insensible à l'amour. Le pouvoir des flèches est assez fou parce qu'en gros, même si le crush ultime de ta pote débarque devant elle, bah elle sera pas du tout intéressée par lui. Et encore pire, si ta pote est folle amoureuse de son mec mais qu'elle se prend une flèche en plomb, bah elle va se désintéresser de lui
et basta, genre c'est ciao. Donc c'est un pouvoir vraiment, vraiment très puissant. Si vous vous posiez la question, oui, Eros est bien l'équivalent de Cupidon dans la mythologie romaine, et c'est pour ça qu'ils se ressemblent autant et ont à peu près la même fonction. Bref, une fois Eros devant Aphrodite, la déesse lui demande d'insuffler à Psyché une passion incontrôlable pour le mortel le plus repoussant de tous. Eros hoche la tête et se dirige tranquillement vers la chambre de Psyché. Il débarque au milieu de la nuit, s'approche d'elle pour accomplir sa mission, et là, il se tétanise sur place. Eros se rend compte qu'il n'a jamais vu un être humain aussi magnifique de sa vie, et il est tellement ébloui par elle qu'il s'en mêle les pieds et tombe par terre. Et dans sa chute, il se rend pas compte qu'il s'est blessé avec l'une de ses flèches en or. En or, les gars! Ça signifie qu'il vient littéralement de s'auto-insuffler une passion pour Psyché. En d'autres termes, il est fou amoureux d'elle et vient de signer sa perte. Oui, parce qu'Aphrodite n'acceptera jamais que son fils entame une relation avec celle qu'elle considère comme sa plus grande rivale. Genre, faut pas rêver en fait. Dans la panique, Eros n'a pas vraiment le temps de réfléchir et il décide de s'enfuir par la fenêtre en direction de l'Olympe. Une fois sur place, il fait les 400 pas et essaie de réfléchir à un plan ou au moins à un moyen de s'en sortir. Évidemment, il ne révèle rien à Aphrodite, hein, le mec tient à la vie quand même, mais je vous rappelle qu'il avait pour mission de faire tomber Psyché amoureuse de quelqu'un. Et là, la seule personne in love, bah c'est lui, donc ça sent pas bon. De son côté, Psyché est pas au top de sa forme non plus. La cocotte a beau être sublime, elle ne trouve toujours pas l'amour et commence à désespérer. Alors pour le coup, elle souhaite vraiment se marier et vivre une histoire d'amour comme dans les films. Même si ça n'existait pas à l'époque, vous avez compris. Et plus les jours passent, plus elle se dit qu'elle a un problème. Peut-être que je pue en fait, hein, ça doit être ça. Évidemment que non, hein, mais c'est pas la joie de son côté quoi. Et en voyant sa fille aussi triste, le père de Psyché décide de se rendre à Delphes pour consulter l'oracle et savoir quoi faire. Une fois à Delphes, le père de Psyché demande à la Pythie comment faire en sorte que sa fille trouve l'amour de sa vie, ce à quoi elle répond « Tu dois emmener ta fille habillée en robe de mariée sur le haut d'une montagne, et une fois sur place, un monstre ignoble s'emparera d'elle, mais tu devras le laisser faire. » Ah, bah non, en fait, je ne veux pas sacrifier ma fille, moi, de base, je veux juste l'aider à trouver l'amour. Puis on va pas se mentir, c'était pas dans mes plans d'avoir un monstre comme gendre. Ça se passe pas comme ça, évidemment. Son père est désemparé, mais décide quand même de faire ce que la Pythie lui a conseillé. Il rentre alors au royaume et demande à Psyché d'enfiler sa robe de mariée. Dans d'autres versions, c'est pas une robe de mariée, c'est plutôt genre une robe de funérailles. Il l'accompagne ensuite sur le haut d'une montagne et s'en va. Psyché se retrouve alors toute seule dans un endroit qu'elle ne connaît pas et c'est pas vraiment ce qui l'attend, la pauvre. Elle est terrorisée et commence à regarder partout aux alentours quand tout à coup, un souffle de vent s'enroule autour d'elle et la porte dans les airs. Je suis en train de rêver là ou... Nope, c'est bien la réalité. Et après quelques minutes de vol, elle est délicatement posée sur l'herbe. Elle a même pas le temps de se frotter les yeux qu'elle remarque un immense palais devant elle. Le bâtiment est tellement beau qu'elle a l'impression qu'il n'existe pas, genre. Et en s'approchant, elle remarque que les portes s'ouvrent toutes seules et que des voix accueillantes l'invitent à rentrer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça ressemble quand même pas mal au début d'un film d'horreur tout ça. Manquerait plus qu'un enfant soit à la fenêtre avec un dessin hyper flippant et là, on y est, hein. Mais ça a pas l'air de la décourager, donc Psyché se lève et se dirige vers le palais. Elle commence à le visiter pièce par pièce et découvre que les lieux sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les voix la dirigent ensuite à travers le lieu et se mettent à son service, un peu comme Siri ou Alexa aujourd'hui en gros. Genre elle peut leur demander d'ouvrir une porte, d'allumer ou d'éteindre une bougie, enfin c'est très moderne comme fonctionnement tout ça. Une fois son urbex terminé, elle trouve sa chambre et s'endort paisiblement. Pour l'instant, tout va bien. Tout va même trop bien. Sauf qu'au milieu de la nuit, elle ressent la présence d'un homme à côté d'elle, et là, elle commence à bien paniquer. Hein. À ce moment-là, elle repense à la prophétie et commence à se dire que c'est peut-être le fameux monstre ignoble. Elle essaie donc de sortir du lit discrètement pour se mettre à l'abri, mais elle a même pas le temps de poser un pied par terre qu'une voix très douce et rassurante lui dit « N'aie pas peur, tu crains rien et moi je ne veux que ton bien. Je sais que la situation est un peu bancale, mais je suis ton mari. Voilà, enchanté. Par contre, je vais pas te dire mon prénom, et si tu veux que notre mariage se passe bien, tu vas devoir respecter une règle non négociable. Tu ne dois jamais essayer de voir mon visage. Si tu respectes ça,
tout ira bien. Si tu me trahis, tu me perdras pour toujours. Là, faut imaginer que Psyché a encore des crottes d'œil au coin des yeux et les cheveux en pagaille, hein. Mais elle décide quand même de promettre à son mari de respecter cette condition. Une fois qu'elle lui a dit « Ok, promis », le monstre se glisse dans le lit et la prend doucement dans ses bras. Psyché ne résiste pas et n'a pas peur de lui. Bizarrement, il y a un truc chez cette personne, créature qui la rassure et l'attire même. Le lendemain matin, après une nuit passée ensemble, Psyché se réveille et remarque qu'elle est seule. Son mari est parti et elle sait pas ce qu'il fait. Le truc, c'est que ça va être comme ça tout le temps. Il vient la voir la nuit et s'enfuit la journée. Perso, ça me fait un peu penser à Fiona dans Shrek, mais en inversé genre. En mode, elle se montre que la journée et s'enfuit la nuit pour se cacher. Attends, mais ça se trouve, le mari de Psyché, c'est Shrek en fait. Vu que Psyché lui a promis de ne jamais regarder son visage, bah elle accepte cette situation et est juste très contente de le retrouver chaque soir. À mesure que le temps passe, elle comprend assez rapidement qu'elle est en train de tomber amoureuse de cet inconnu. Et ça, bah ça l'étonne quand même, hein, étant donné qu'elle ne sait pas qui il est. Je vais encore aller trop loin, je le sens, mais c'est pas l'ancêtre de Love is Blind cette histoire, les gars. En mode, elle tombe amoureuse de lui sans l'avoir jamais vu et vit littéralement dans une bulle avec son petit mari. Je balance ça comme ça, personnellement ça me fait rire de penser qu'il y a un lien entre Love is Blind et le mythe d'Héros et Psyché. Malheureusement, les contes de fées, ça n'existe pas, et encore moins dans la mythologie grecque, et au bout d'un moment, Psyché commence à se sentir vraiment seule. Et qui dit solitude dit beaucoup de temps pour penser et se poser des petites questions, du genre à quoi ressemble mon mari? Je dis ça, je dis rien. Surtout que sa famille lui manque. Et même si le palais est exceptionnel, bah il est un peu trop grand pour elle toute seule quoi. Alors un soir, elle demande à son mari si elle peut s'absenter quelques jours pour rendre visite à sa famille. Au début, il est pas trop chaud, mais il se rend compte que c'est vraiment important pour elle, et peut-être qu'il capte aussi que si elle reste un jour de plus toute seule, bah elle risque d'écouter la petite voix dans sa tête et rompre sa promesse envers lui. Donc ça, il veut éviter, hein. Du coup, il finit par accepter et la laisse retourner chez ses parents quelques jours. Par contre, il lui fait encore promettre quelque chose. Décidément, le mec est super insecure en fait. En gros, il lui demande de ne répondre à aucune question sur lui. Genre, elle peut pas dire son nom, elle peut pas raconter ce qui se passe, elle peut pas raconter genre à quoi il ressemble, etc. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si elle avait beaucoup d'informations à partager, hein. Elle accepte quand même et s'en va. Quand elle arrive devant chez elle, ses parents sont ultra heureux de la revoir parce qu'ils pensaient qu'elle allait rester captive du monstre pour toujours. Donc là, ils courent vers elle, la couvrent de petits petous et de câlinous, ils sont trop contents. Et cette scène est trop mignonne. Ils organisent ensuite une giga fête en l'honneur de son retour et tout le monde est trop content et mange et s'amuse et danse. Psyché retrouve aussi ses deux sœurs et commence un petit peu à leur raconter son quotidien, le palais gigantesque, les dorures, l'or, le jardin magnifique, les cadeaux de son mari, etc. etc. Le truc, c'est que, au lieu d'être contentes pour elle, bah, comment dire, elles ont le seum. Voilà, c'est le seul mot qui convient parfaitement à la situation. Ses sœurs sont tout simplement ultra jalouses d'elle et de sa vie de reine. Du coup, elle commence à lui poser plein de questions indiscrètes et pas du tout bienveillantes. Vous savez, le genre de questions bien vicieuses pour ramasser un maximum d'informations sur toi et te faire la misère ensuite. Malheureusement, Psyché ne comprend pas vraiment que ses sœurs sont mal intentionnées et elle finit par révéler des choses qu'elle aurait pas dû dire. Du genre, je sais pas du tout à quoi ressemble mon mari. Et là, mais ses sœurs se défoulent sur elle. Ouais, mais si tu l'as jamais vu, ça veut dire que c'est un monstre Je suis ignoble. sûre qu'il doit bouffer des gosses, celui-là, je le Mais sens. quelle tristesse d'être marié à quelqu'un que tu connais Je pas. trouve que c'est une bête assoiffée de sang qui va finir par te dévorer dans ton Oui, c'est sommeil. sûr que c'est ça qui va se passer. Oh, je te plains, ma pauvre. Hein. Bref, ce genre de gentillesse quoi. Face à ça, Psyché est littéralement tétanisée, la pauvre. Elle commence à se poser 1 milliard de questions et à se dire que sa vie est fichue. Et ce qui devait arriver arriva. Psyché se met en tête de rompre la promesse faite à son mari. Ouais. Une fois de retour au palais, elle se couche dans son lit et attend son retour en faisant semblant de dormir. Quelques minutes plus tard, il apparaît enfin et s'allonge à côté d'elle. Comme tous les soirs, ils se font des petits câlins, des papouilles, etc. Et une fois qu'elle est certaine qu'il dort, Psyché sort du lit, allume une bougie
et se place au-dessus de son mari. Quand elle le voit, elle est obligée de se tenir la bouche avec les mains pour ne pas hurler de surprise. Qu'est-ce qu'elle a vu? Dis-nous, Tiffany, s'il te plaît! Je vous vois comme ça derrière votre écran. Ce que Psyché voit, c'est le plus bel être vivant au monde. Et c'est surtout le dieu Eros. Eh oui, c'était lui depuis le début. Le mec s'est piqué avec sa flèche. Donc le seul moyen pour lui de continuer à vivre sans souffrir, c'est d'être aux côtés de celle qu'il aime. Et comme il sait que maman Aphrodite la déteste et n'acceptera jamais cette union, il a été obligé de concevoir ce plan un peu bancal, on va pas se mentir. Bref, Psyché est toujours en train de le contempler, mais elle est tellement stressée et choquée qu'elle fait tomber une goutte de cire sur l'épaule d'Eros. Ah! Les problèmes. La brûlure le réveille instantanément et la première chose qu'il voit, c'est Psyché en train de l'observer. Et elle scrutait bien, hein. La pauvre n'a même pas le temps de dire un mot qu'il lui lance un regard noir et disparaît d'un coup. Un peu dur comme réaction, oui, mais ça faisait partie du deal. Si tu me regardes, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Après ça, Psyché court hors de la chambre et se met à fouiller chaque recoin du palais à la recherche d'Eros. Elle s'en veut énormément et voudrait juste lui dire qu'elle l'aime et qu'elle l'accepte comme il est, surtout qu'il est beau gosse, hein. Mais tout ce qu'elle trouve, c'est un palais plongé dans le noir et vraiment flippant. Genre toute la joie de vivre qui était à l'intérieur depuis son arrivée a totalement disparu. Et là, on dirait vraiment le début d'un film d'horreur. Manquerait plus que les portes claquent toutes seules, tiens. Le lendemain matin, Psyché est totalement désespérée et décide de quitter le palais. Elle va d'abord chez ses sœurs et leur raconte toute l'histoire en pleurant, mais je pense que vous l'avez compris, ce ne sont pas des personnes très sympathiques quoi. En apprenant la nouvelle, elles font semblant de consoler Psyché alors qu'au fond, elles sont hyper contentes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles se disent que si Eros est célibataire, elles vont pouvoir le charmer et repartir avec. Des loulous les meufs. Et elles sont déterres, hein. Parce qu'un peu plus tard, elles courent à l'endroit où Psyché a été enlevée par le souffle de vent, en espérant être elle aussi transportée dans le palais du dieu. Du coup, elles décident de se jeter dans le vide, en se disant qu'elles seront rattrapées par le vent. Eh non, pas de bol, hein, personne les sauve et elles s'écrasent violemment en bas de la montagne. Et là, vous captez peut-être la référence aux sœurs pas très sympas qu'on retrouve notamment dans Cendrillon. Eh oui! Alors, je sais que c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres, mais là j'ai quand même envie de dire karma. Bref, Psyché se met ensuite à marcher sans but et arrive devant une rivière. À ce moment-là, elle n'arrive plus à faire face et se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Bichette. Elle se rend compte à cet instant que ses sœurs l'ont manipulée et qu'elle a perdu l'amour de sa vie à tout jamais. Malheureusement, la douleur est tellement forte qu'elle décide d'en finir avec la vie et se jette dans la rivière. Et là, phénomène assez dingue, la rivière ne veut pas qu'elle gâche sa vie et la rejette sur Terre. Oui, c'est la beauté de la mythologie les gars, je le répéterai jamais assez. Quand Psyché relève la tête, elle voit un homme devant elle, enfin, elle croit que c'est un homme, mais c'est en fait une créature mi-bouc, mi-homme qui n'est autre que le dieu Pan. Alors, de base, c'est pas le dieu le plus safe à croiser, surtout si t'es une femme, hein, mais là il a de l'empathie pour Psyché et décide de l'aider. Il lui dit que le seul moyen de reconquérir Eros, c'est de se battre et de relever une série d'obstacles. Dans une autre version, c'est la déesse de l'agriculture Déméter qui vient trouver Psyché et qui lui conseille d'aller voir Aphrodite. Bref, Psyché n'hésite pas une seconde et dit à Pan qu'elle est prête à tout pour Eros. Et c'est à ce moment-là que son épopée commence vraiment. Psyché se met à visiter plusieurs temples dédiés à des divinités différentes pour prier et espérer recevoir de l'aide. Mais les dieux sont pas fous, hein? Ils savent que lorsqu'Aphrodite est en colère, tout part en vrille. Donc ils font un peu la sourde oreille en gros et ne réagissent pas aux demandes de Psyché. En parlant du loup, Aphrodite apparaît devant elle et la regarde de haut en bas. Vu comment son regard est perçant, heureusement qu'elle n'a pas le pouvoir de la pétrifier sur place, parce que sinon, croyez-moi bien qu'elle l'aurait fait depuis très longtemps. Quand elle voit la déesse devant elle, Psyché se met à genoux et n'ose même pas la regarder dans les yeux. Alors Aphrodite s'approche d'elle et lui dit « À partir de maintenant, tu deviendras mon esclave. » C'est pas une blague. En gros, elle se met en tête de se venger de Psyché en lui faisant passer toute une série d'épreuves impossibles. Un peu comme pour Héraclès et ses 12 travaux. Et autant vous dire que sa première tâche, c'est pas une promenade de santé quoi. Alors encore une fois, il existe plusieurs versions de ce mythe, et dans certaines d'entre elles, Psyché ne réalise que 2 missions, alors que dans d'autres, elle en réalise
4. Vu que je suis généreuse, je vais évidemment vous raconter les 4. Sa première tâche, c'est de ramasser et trier des grains de blé, de pavot, de millet et autres céréales qu'Aphrodite a fait exprès de ramasser par terre pour qu'elle ne puisse pas réussir sa tâche. Oui, parce que là, pour le coup, c'est vraiment comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Genre, c'est quasiment impossible de reconnaître les grains entre eux déjà. Millet, blé, tout ça se ressemble. Et en plus les trier, mais non, impossible. Sauf qu'une fourmi qui passait par là a de la peine pour Psyché et décide d'appeler toutes ses copines fourmis à la rescousse pour l'aider à trier. Normalement, si vous avez regardé ma vidéo sur la véritable histoire de Cendrillon, bah ça devrait vous faire penser au moment où elle doit trier des pots de lentilles, et Cendrillon y arrive seulement parce que ses copains pigeons l'ont aidé. Encore une jolie référence. Bref, quand Psyché revient vers Aphrodite avec toutes les graines triées, la déesse n'en croit pas ses yeux et a bien le seum. Mais elle s'arrête pas là et lui demande ensuite de récolter la laine de la toison d'or de plusieurs brebis. Sauf que les bestiaux ne veulent pas se laisser faire. Et évidemment, les brebis courent et la chargent pendant des heures. Et au bout d'un moment, bah la pauvre, elle veut abandonner et se jeter dans la rivière. Oui, encore, elle a un petit problème avec les rivières. Sauf que là, un roseau a de la peine pour elle, et il lui dit que les brebis sont littéralement matrixées la journée à cause du soleil, et se transforment limite en gremlins. Genre c'est le même type de comportement, vous voyez. Du coup, il lui conseille d'attendre la nuit, et d'aller sous un buisson qui comporte des épines pour ramasser la laine qui s'est coincée pendant la journée. Aussi simple que ça finalement. Work smarter, not harder comme on dit. Comme elle réussit sa mission tranquillou, Aphrodite lui ordonne désormais de se rendre au sommet d'une montagne et de lui rapporter un échantillon d'une eau noire qui provient du Styx, le fleuve des enfers. Vous vous en doutez, le chemin est quasiment impraticable, ça glisse, c'est pointu et c'est haut surtout, très haut même. Et le truc c'est qu'elle commence à entendre des voix qui lui disent « Meuf, n'y va pas, tu vas te tuer !» Mais Psyché continue quand même et repense à ce que le dieu Pan lui a dit un peu plus tôt. Tu dois te préparer à surmonter tous les obstacles si tu veux retrouver l'amour de ta vie. Et croyez-moi, elle a pris ça au pied de la lettre. Et alors qu'elle continue sa route, un aigle surgit au-dessus d'elle. Et pas n'importe lequel, puisque c'est l'aigle de Zeus en personne. Bon, en général, quand Zeus intervient quelque part, ça se passe rarement bien, donc là j'ai un peu peur. Mais en fait, tout va bien. Le désespoir de Psyché est tellement fort que Zeus en a été ému. Zeus, ému. Pensez-moi s'il vous plaît, là je dois rêver. Plus sérieusement, l'aigle chope la fiole que Psyché a dans les mains pour récupérer l'eau et se met en route vers le sommet de la montagne. Il disparaît pendant quelques minutes et revient avec la fiole remplie à ras-bord. Bon, Psyché elle est un peu désemparée, elle comprend pas ce qui se passe, mais elle se dit bon, ok, merci. Quand elle retourne voir Aphrodite toute contente avec sa fiole, autant vous dire que la déesse elle est pas bien. Aphrodite est colère et elle comprend pas pourquoi les dieux commencent à aider la mortelle. Mais bon, ça l'empêche pas de continuer à la malmener. Oui, Aphrodite, c'est un peu une bully dans cette histoire, je suis d'accord. Même si je l'aime beaucoup, je dois avouer que là, c'est un petit peu de l'acharnement quand même. Mais c'est pas fini, et vous allez voir qu'en fait, tout peut changer en un claquement de doigts. Ah, et j'ai oublié de le mentionner, mais Eros n'a pas lâchement disparu. En fait, Aphrodite a appris qu'il était amoureux d'elle, donc elle a décidé d'enfermer son fils dans une pièce de son palais. Donc c'est pour ça qu'il vient pas en aide à Psyché. Il ne peut pas sortir, il est emprisonné le pauvre. Bref, toujours vénère, Aphrodite ordonne sa dernière tâche à sa rivale. Elle lui passe une boîte en or et lui dit « Tu vas descendre aux enfers. » Pardon ? Pour rappel, aucun mortel, ou presque, ne peut descendre aux enfers et espérer revenir vivant de son petit voyage. Non, normalement c'est un lieu dont on ne revient pas. Alors oui, il y a eu quelques exceptions, Orphée, Héraclès ou encore Énée, mais c'est très très rare. Et sa Psyché le sait très bien, parce que quand elle comprend ce que veut Aphrodite, la pauvre, elle est à deux doigts de faire un malaise. Véronique fait un infarctus. En plus, elle doit pas seulement se contenter de mettre un orteil là-bas, non, ce serait trop simple. Elle doit se rendre devant la reine des enfers Perséphone, lui remettre la boîte et lui dire « Aphrodite implore un peu de ta beauté ». Bon oui, et puis quoi encore? Elle doit balader Cerbère et taper la bise à Hadès, c'est ça? Malheureusement, Psyché comprend assez vite que c'est littéralement mission impossible, et dans un nouvel élan de désespoir, elle s'apprête à mettre fin à ses jours pour se libérer de l'emprise d'Aphrodite. Cette fois-ci, pas de rivière, elle monte en haut d'une tour et est sur le point de se jeter dans le vide quand tout à coup, la tour commence à lui parler. Oui, la meuf entend toujours des voix invisibles et maintenant,
maintenant, v'là que les tours lui parlent. C'est la Blanche-Neige du BTP ou... Plus sérieusement, la tour réussit à la convaincre de ne pas sauter et de continuer à se battre pour Eros. En plus de ça, elle lui dit « T'inquiète pas ma belle, je vais t'aider à réussir cette mission finger in the nose, comme ça Aphrodite ne pourra plus te malmener. » Et voici ce que la tour lui conseille de faire. D'abord, Psyché devra offrir un biscuit trempé dans du vin empoisonné à Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée des enfers. Cette friandise un peu dégueu va le rendre un peu stone et pompette, du coup elle pourra passer tranquillement. Ensuite, elle devra offrir quelques pièces d'or à Charon, le passeur des enfers qui permet aux âmes de traverser le Styx. Et enfin, la tour lui dit de ne surtout pas ouvrir la boîte offerte par Aphrodite, et de ne surtout pas accepter de nourriture de la part de Perséphone. Oui, parce qu'il faut savoir que quiconque goûte la nourriture des enfers est obligé d'y rester pour toujours. Et ça, c'est pas dans ses plans à la cocotte. Psyché garde les conseils dans un coin de sa tête et se met en route vers le royaume des morts. Elle réussit à endormir Cerbère, à soudoyer Charon, et se retrouve devant le couple infernal, Hadès et Perséphone. Évidemment, ils en imposent et sont super charismatiques, mais elle ne tremble pas. Psyché sait pourquoi elle est là et ne reculera devant rien. Go girl, t'es trop forte! Perséphone la regarde intriguée et lui dit d'avancer devant elle. Oui madame, j'arrive. Une fois près de Perséphone, Psyché lui répète les paroles d'Aphrodite. Aphrodite implore un peu de ta beauté. Bizarrement, Perséphone est flattée de sa demande. Qui le crut? Ah bon? C'était pas un piège tout ça en fait? Ça se trouve Aphrodite elle m'aime bien finalement. Haha. Lol. Perséphone chope la boîte que tient Psyché et souffle dedans pour y déposer un morceau de sa beauté. Toute contente, Psyché réussit l'exploit de ressortir vivante des enfers et se met en route pour retrouver Aphrodite. Mais, oui, il y a toujours un mais les gars, Psyché s'arrête et se demande si la beauté de Perséphone mélangée à la sienne lui permettrait peut-être de reconquérir le cœur du petit Eros. Plutôt tentante l'idée, non? Non? Ok. Malheureusement, elle oublie totalement le conseil de son amie la tour, qui lui avait interdit d'ouvrir la boîte. Et lorsqu'elle l'ouvre, une fumée étrange tourne autour d'elle et la fait plonger dans un sommeil sans fin. Un peu comme la Belle au bois dormant. Oui, sauf que la Psyché est bel et bien décédée. C'est horrible, hein, et évidemment qu'Aphrodite savait qu'elle allait pas résister à l'envie d'ouvrir la boîte, et il était là, le piège. De son côté, Eros finit par apprendre tout ce qui s'est passé depuis le début, et là, il vrille totalement. Il réussit à s'enfuir du palais et va chercher Zeus sur l'Olympe. Une fois sur place, il se jette aux pieds du roi des dieux et le supplie d'accepter son pardon. En fait, Eros se sent super coupable d'être tombé amoureux de Psyché et il se tient responsable pour tout ce qui lui est arrivé. Je vous raconte même pas comment la scène devait être triste les gars. Genre Eros en larmes, qui sait plus quoi faire et qui veut juste sauver l'amour de sa vie, quitte à être puni lui-même. Enfin, c'est trop beau et en même temps, mon petit cœur il se brise là, donc... Eros ne se contente pas de s'excuser auprès de Zeus, il lui dit aussi que Psyché a beaucoup trop souffert et qu'elle mérite l'immortalité pour avoir obéi à Aphrodite et réussi toutes ses missions impossibles là. Et c'est pas tout, il finit par dire à Zeus qu'il veut épouser la mortelle selon les coutumes divines et vivre à ses côtés pour toujours. Bah vous savez quoi? Ça fonctionne! Wouhou! Zeus accepte le pardon d'Eros et lui promet de rendre Psyché immortelle. Eh bah dis donc, je crois que c'est l'un des seuls mythes où Zeus fait le bien autour de lui. Ça me fait tout drôle, hein, je suis pas habituée les gars. Par contre, dans une autre version, Zeus accepte d'aider Eros à condition qu'il l'aide ensuite à séduire toutes les personnes qu'il trouvera attirantes. Je me disais bien aussi, c'était trop beau. Ça! C'est le vrai Zeus. Bref, Eros se précipite ensuite à l'endroit où se trouve Psyché. Elle est allongée sans vie, mais il se met au-dessus d'elle et l'embrasse. Quelques secondes plus tard, elle ouvre les yeux et sourit à l'amour de sa vie. Et fun fact, cette scène a inspiré l'une des sculptures les plus incroyables à mes yeux, Psyché ranimée par le baiser de l'amour de Canova. Alors elle se trouve au Louvre, donc si vous avez l'opportunité de la voir en vrai, mais foncez s'il vous plaît, c'est un chef-d'œuvre. Ah et maintenant que j'y pense, peut-être que la tradition du prince qui doit embrasser la princesse pour lui redonner vie vient en fait de ce mythe. Surtout que je vous disais en début de vidéo que cette histoire a inspiré nos contes préférés,
dont La Belle et la Bête, qui est l'histoire qui partage le plus de similitudes avec ce mythe. Bah oui, regardez la meuf qui débarque dans un palais et qui se rend compte qu'elle tombe amoureuse d'une bête / créature, c'est hyper obvious. Mais je vous en dis pas plus parce qu'une vidéo sur la véritable histoire de La Belle et la Bête arrive très très vite. Bon, l'histoire n'est pas encore terminée puisqu'Aphrodite déteste toujours autant Psyché, malheureusement. Une fois qu'Eros a sauvé Psyché, il la ramène avec lui sur l'Olympe. Zeus l'accueille à bras ouverts et lui dit « Bienvenue à la maison !» tout en lui offrant une coupe d'ambroisie pour la rendre immortelle. Une fois le verre terminé, Psyché devient officiellement la déesse de l'âme. Le truc c'est qu'Aphrodite se trouve à côté de Zeus, et lorsque Psyché croise son regard, un frisson parcourt tout son corps. Et bah ça va peut-être vous surprendre, mais Aphrodite sourit à Psyché. Hein? En fait, toute cette histoire lui a fait comprendre à quel point Eros et Psyché s'aiment, et elle a décidé de mettre sa jalousie / rancœur de côté, et de tout reprendre à zéro avec sa nouvelle belle-fille. Et je crois que c'est l'un des seuls mythes grecs qui pourrait se finir par un très beau « et ils vécurent heureux ». Et ça me rend très contente. L'histoire d'Eros et Psyché est très symbolique et a donné naissance à pas mal de croyances. Par exemple, on raconte que l'âme qui est à la recherche du grand amour ne trouvera sa moitié que dans l'au-delà. Exactement comme Psyché qui a retrouvé son âme sœur après la mort, même si elle revient à la vie. Et vous trouvez pas ça trop beau que la déesse de l'âme soit mariée avec le dieu de l'amour? Moi si! Sur ces jolies paroles, j'espère que vous avez kiffé découvrir l'histoire d'Eros et Psyché. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Je suis aussi sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Allez, on se dit à très vite. Des bisous!